Les poules sont rentrées au poulailler. Comme vous le savez peut-être, 2 membres de la garde nationale ont été tragiquement abattus près de la Maison-Blanche par un ressortissant afghan ayant des liens avec la CIA. Je vais simplement consulter l'article relatant exactement ce qui s'est passé et nous allons examiner ensemble les liens avec la CIA. Un ressortissant afghan est en détention après la fusillade ayant visé 2 membres de la garde nationale près de la Maison-Blanche. Il est accusé d'avoir tiré sur 2 membres de la garde nationale de Virginie-Occidentale à seulement quelques rues de la Maison-Blanche, dans un acte de violence audacieux, à un moment où la présence de troupes dans la capitale nationale et dans d'autres villes du pays est devenue un sujet de controverse politique. Kash Patel et la maire Muriel Bowser de Washington, D.C. ont déclaré que les membres de la garde avaient été hospitalisés et se trouvaient dans un état critique après la fusillade. Le suspect en garde à vue a également été blessé par balle, mais ses blessures ne seraient pas mortelles, selon les responsables des forces de l'ordre. Le suspect, âgé de 29 ans, est un ressortissant afghan entré aux États-Unis en 2021 dans le cadre de l'opération Allies Welcome, un programme de l'administration Biden qui a évacué des dizaines de milliers d'Afghans après le retrait américain d'Afghanistan. Certains de ces individus auraient été liés à des activités très néfastes et sordides en Afghanistan. Le New York Times a désormais reconnu, y compris dans des déclarations de Kash Patel, ancien responsable de la CIA sous Donald Trump, qu'il existe par la CIA et suspect. Les responsables de la CIA et des services de renseignement afghans ont déclaré que le tireur faisait partie d'une force partenaire afghane soutenue par l'agence dans la province méridionale de Kandahar. L'Afghan accusé d'avoir tiré sur 2 membres de la garde nationale à Washington, D.C. mercredi avait travaillé avec des unités militaires soutenues par la CIA en Afghanistan. La CIA a indiqué que le tireur faisait partie d'une force partenaire afghane appuyée par l'agence à Kandahar, bastion de l'insurrection talibane pendant les 2 décennies de guerre. Après le retrait des forces américaines d'Afghanistan en août 2021, le pays est passé sous le contrôle des talibans. Selon John Ratcliffe, le suspect a été amené aux États-Unis dans le cadre d'un programme visant à évacuer les Afghans ayant travaillé avec l'agence. Et bien sûr, tout cela devient très partisan, n'est-ce pas? À la suite du retrait désastreux de Biden d'Afghanistan, l'administration Biden a justifié le transfert du tireur présumé aux États-Unis. Ainsi, toute cette affaire est présentée comme un problème propre à l'administration Biden. Cependant, la question est multiple, principalement parce que ce programme et cette guerre ont traversé de nombreuses administrations. Et la CIA, comme vous le savez tous, est en réalité non partisane. Maintenant, voici les liens incroyables dont nous devons parler à propos de ce tireur. Le voici dans la Kandahar Strike Force, M. Ramullah Ramallah. Selon cette source, le tireur de Washington aurait une histoire encore plus folle qu'on ne le pensait. Il était directement dirigé par la CIA. Il n'était pas seulement un collaborateur. Il faisait partie d'une unité dirigée par la CIA qui a massacré des civils et des travailleurs médicaux. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il était mentalement perturbé par ce qu'il avait fait. Eh bien, je dirais que faire cela à des civils et à des travailleurs médicaux finit par vous troubler. Selon Human Rights Watch, il existe 5 milices placées sous le contrôle nominal de l'agence de renseignement afghane, la NDS, qui n'entrent pas dans les chaînes de commandement ordinaires de la NDS, ni dans les chaînes de commandement militaires afghanes ou américaines normales. Elles sont plutôt formées, équipées, recrutées et supervisées par la CIA. Human Rights Watch indique également qu'un manque de transparence en matière de commandement, de contrôle, de règles d'engagement et de cadre politique a guidé ces forces d'intervention.
Et voici qui ils sont. Il s'agit de la Kandahar Strike Force, où il a opéré pendant cette guerre atroce dans laquelle les États-Unis sont encore largement impliqués. Même s'ils se sont retirés, ils y maintiennent encore des forces. La NDS-03, Kandahar Strike Force, opérait dans le sud de l'Afghanistan, depuis l'ancien complexe de l'ancien chef taliban Mullah Omar, communément appelé la maison de Mullah Omar, et par les forces américaines comme Gecko. Le défunt frère de l'ancien président Hamid Karzai, Ahmad Wali Karzai, aurait supervisé les opérations jusqu'à son assassinat en 2011. Et voici davantage d'informations de Human Rights Watch. Les forces qui ont mené ces attaques, ces horribles raids des forces spéciales contre des établissements médicaux en 2018 et 2019, étaient la Kandahar Strike Force et d'autres unités de forces spéciales, toutes soutenues et parfois accompagnées par des forces américaines. Lors des opérations de capture et d'élimination, les forces impliquées ont agressé et, dans certains cas, tué du personnel médical, agressé ou tué des accompagnateurs civils non combattants et causé des dommages aux installations. Voilà donc qui était cette personne. C'est très grave. Mais cela va encore plus loin, car comme vous vous en souvenez, les États-Unis étaient en train de négocier la paix, n'est-ce pas? Apparemment, il y a eu un retrait d'Afghanistan il y a longtemps, sous la première administration Trump, et il a échoué. Il faut reconnaître que cet effort a échoué. Mais on a beaucoup parlé de ces milices soutenues par la CIA et de ce qui allait leur arriver, car la CIA avait formé ses forces à commettre les actes les plus odieux en Afghanistan, au nom des États-Unis, dans leur sale guerre contre les soi-disant talibans. Et si la CIA les abandonnait, indiquait à l'époque un rapport du projet Costs of War de l'Université Brown, ces milices pourraient renaître sous la forme d'armées privées ou de gardes de sécurité au service de puissants individus. D'accord, des individus puissants. Et les puissantes agences de renseignement. Qu'en est-il de celles-là? Passons maintenant aux détails concernant ces milices locales. Elles étaient d'abord considérées comme une solution temporaire, mais elles sont finalement devenues un élément permanent des opérations secrètes de la CIA dans le pays, agissant parfois à l'insu des diplomates américains ou des dirigeants militaires afghans. On sait peu de choses sur les groupes précis que la CIA dirigeait à l'époque, le plus connu étant la Coast Protection Force, et non la Kandahar Strike Force. En 2010, le journaliste Bob Woodward a écrit que l'armée de la CIA comptait 3000 combattants afghans. Mais depuis, le nombre a explosé. Les forces de Coast à elles seules ont atteint jusqu'à 10 000 hommes. Le président Donald Trump a encore élargi le rôle paramilitaire de la CIA en Afghanistan en utilisant des milices locales pour des opérations de traque et d'élimination. S'exprimant lors d'une conférence sur la sécurité, Mike Pompeo, qui était alors directeur de la CIA, les forces ont menotté et cagoulé 2 frères, et après un bref interrogatoire, sous les yeux de leurs épouses et de leurs enfants, ils ont été traînés et exécutés dans un coin d'une chambre. Ce sont ce genre de personnes que les États-Unis laissent si volontiers, non seulement entrer dans le pays pour commettre des actes horribles contre la garde nationale, mais il est évident que les États-Unis, la CIA, ils veulent protéger ces forces. Cela a des implications bien au-delà de ce qui s'est passé le jour où la garde nationale a essuyé des tirs. L'homme accusé aurait soi-disant traversé tout le pays depuis l'État de Washington, apportant un revolver qu'il a fini par utiliser contre un membre de la garde nationale, tuant la personne qui avait tenté d'aider. Nous devons nous souvenir de l'opération Cyclone menée par la CIA, qui était le programme secret visant à armer les Moudjahidines. L'opération Cyclone fut le programme d'assistance militaire clandestin le plus coûteux de la CIA pendant la guerre froide,
et elle dura 10 ans, de 1969 à 1989. Son objectif était simple, saigner l'Union soviétique en Afghanistan, de la même manière que les États-Unis avaient été saignés au Vietnam. Et c'est exactement ce qu'avait déclaré Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité nationale de l'époque. Puis, en 1986, la CIA décida qu'il était temps d'entrer véritablement dans la guerre et de donner aux Moudjahidines une réelle chance de renverser la situation face à l'armée soviétique en leur fournissant des missiles antiaériens FIM-92 Stinger, une addition décisive à leur arsenal à l'époque. Ils étaient équipés de systèmes de guidage à infrarouge, ce qui signifiait qu'ils pouvaient repérer la source de chaleur d'un avion et le détruire en vol. Les hélicoptères et les avions de chasse soviétiques, autrefois maîtres incontestés du ciel, se retrouvèrent soudainement dépassés. Et la CIA ne fit pas les choses à moitié en fournissant ces missiles. Chacun coûtait environ 38 000 $ à la fin des années 1980, avec une portée pouvant atteindre 8 000 mètres et une vitesse de Mach 2, ce qui était rapide à l'époque. Bien sûr, nous savons que la Russie et d'autres pays ont depuis largement dépassé ces vitesses. La CIA n'agissait pas seule dans cette frénésie d'armement. Il y avait l'Arabie saoudite, le Pakistan, avec ses services de renseignement, et bien sûr, leurs idéologies wahhabites et autres courants extrémistes qui ont contribué à attiser ce type de soulèvement contre l'Union soviétique. Des missiles Stinger de haute technologie aux réseaux financiers complexes et aux manœuvres politiques calculées, l'opération Cyclone était tout sauf simple. C'était une mise en scène soigneusement orchestrée, chaque pays tirant les ficelles dans l'ombre, chacun poursuivant son propre objectif final. Il faut donc se rappeler qu'il s'agissait d'une guerre sale, dont les retombées ont conduit à un vide de pouvoir. L'Union soviétique a effectivement dû se retirer du pays, l'Afghanistan. Mais ce qui a suivi était en substance ce que l'on observe encore sous bien des aspects jusqu'en 2020. Ce sont les États-Unis qui ont laissé là-bas un vide de pouvoir à travers leurs opérations secrètes, puis qui sont revenus et ont réoccupé le pays en 2001 pour soi-disant terminer le travail de destruction de ce pays, le piller, le déstabiliser et le laisser entre les mains de soi-disant groupes armés qu'ils soutiennent. Bien sûr, cela ne s'est pas produit, car les États-Unis se sont retournés contre les talibans après que les talibans se sont retournés contre eux. Et c'est pourquoi il existe encore tant de tensions entre eux. La fin de l'opération Cyclone a entraîné un vide de pouvoir. Les Moudjahidines ne se sont pas dissous. Ils se sont fragmentés en différents groupes, donnant finalement naissance à des factions comme les talibans. L'opération a laissé l'Afghanistan inondé d'armes, dont certaines ont fini entre les mains de groupes qui deviendraient plus tard Al-Qaïda. Les États-Unis ont dû faire face à ces conséquences imprévues lors de leur invasion de l'Afghanistan et des opérations antiterroristes qui ont suivi. C'est la racine de ce qui se passe ici. Bien sûr, cette personne aurait également commis l'acte. Nous ne pouvons même pas en être sûrs. Il faut une enquête indépendante. Mais mettons fin. Il y a ceux qui ont perpétré des crimes comme celui que je viens de décrire, où le tireur présumé a participé à certains des crimes de guerre les plus horribles jamais soutenus par les États-Unis et la CIA. Et maintenant, l'enquête est menée par ceux-là même qui ont organisé ces crimes. Même la CIA, Ratcliffe, admet qu'il était un agent de la CIA et qu'il a commis certains des actes les plus atroces imaginables pendant cette occupation de 20 ans. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que l'appareil de renseignement des États-Unis, tout comme son appareil militaire, n'a en réalité pas peur, je le répète pas peur, d'aller extrêmement loin dans le but de déstabiliser et de provoquer la guerre. Il est prêt à faire exactement ce qui s'est produit sur le sol américain afin de justifier une guerre.
Et bien sûr, il existe de nombreux exemples de ce genre. Parlons de l'opération Northwoods, voulez-vous? Laissez-moi retrouver de quoi il s'agissait, car peu de gens comprennent que l'armée américaine elle-même voulait provoquer une guerre avec Cuba en quoi? Tuant des innocents dans les années 1960. Ils voulaient tuer des innocents et commettre des actes de terrorisme aux États-Unis afin de susciter le soutien du public pour une guerre contre Cuba. Nous devons donc nous demander, si les États-Unis, dans les années 1960, pendant la guerre froide, étaient prêts à sacrifier des Américains, comme ceux qui ont été sacrifiés lors de cet horrible incident visant la garde nationale. Incident qui a été utilisé par l'administration Trump comme une arme pour mener un autre type de guerre, une guerre contre sur les Américains, ce que nous observons depuis avant Trump, peut-être de manière plus dissimulée. Mais désormais, l'administration Trump a ouvertement déclaré la guerre et tenté d'utiliser la garde nationale comme une arme dans son propre jeu politique partisan. Aujourd'hui, les conséquences se font lourdement sentir, car cette longue histoire, dont Donald Trump est désormais un acteur majeur dans les deux administrations, cette longue histoire d'utilisation de ce type d'attaque pour justifier un interventionnisme et une militarisation accrue. Il y a actuellement des milliers de militaires américains dans les rues de Washington, D.C. Tout cela s'inscrit dans un programme global visant à étouffer la dissidence, à attiser la peur pour restreindre les libertés civiles et, bien sûr, à justifier la guerre à l'étranger. L'opération Northwoods visait précisément à créer ce type d'environnement. Les plans auraient inclus l'assassinat possible d'émigrés cubains, le naufrage de bateaux de réfugiés cubains en haute mer, le détournement d'avions, la destruction d'un navire américain et même l'orchestration d'actes de terrorisme violents dans des villes américaines. Ça vous rappelle quelque chose? Cela vient justement de se produire à Washington, D.C. Un acte de terrorisme a été commis dans une ville américaine, visant des membres de la Garde nationale des États-Unis, qui, rappelons-le, auraient été pris pour cible, soi-disant, par quelqu'un ayant parcouru des milliers de kilomètres depuis l'État de Washington jusqu'ici, après avoir travaillé pendant des années, littéralement des années, en prison avec l'unité Kandahar Strike Force soutenue par la CIA. Et précisons-le, la personne qui aurait commis la fusillade aurait été recrutée vers l'âge de 14 ans, en somme, comme un enfant soldat. Cela montre jusqu'où l'appareil de guerre des États-Unis est prêt à aller pour obtenir ce qu'il veut. Les hauts gradés de l'armée américaine ont même envisagé de provoquer des pertes militaires américaines, écrivant qu'ils pourraient faire exploser un navire dans la baie de Guantanamo et en accuser Cuba, et que la publication de listes de victimes dans les journaux américains susciterait une vague d'indignation utile. Tout cela a donc été révélé. La vérité est sortie sur ce genre d'opération horrible qui avait été planifiée. Et vous savez, l'opération de la baie des Cochons a été un échec majeur à l'époque. Et bien sûr, il y a eu la crise des missiles de Cuba qui a failli nous mener à la Troisième Guerre mondiale. Nous savons donc que les États-Unis n'en sont pas à leur première tentative de planifier littéralement le genre d'événement qui s'est produit à Washington. Cela ne veut pas dire que c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Cela ne veut pas dire que c'était derrière tout cela. Cela signifie simplement que ce n'est pas quelque chose d'impossible, compte tenu de la façon dont ce système fonctionne. Maintenant, le général Wesley Clark, enfin, l'ancien général Wesley Clark, il était, je crois, commandant suprême de l'OTAN, à l'époque où Donald Rumsfeld, sous l'administration Bush, envisageait d'envahir l'Irak. Et voici ce qu'il a déclaré, une déclaration devenue célèbre dans la mesure où nous savons que le 11 septembre, l'une des attaques les plus connues sur le sol américain, a été utilisée pour justifier pratiquement toutes les guerres menées dans cette région, l'Asie de l'Ouest, depuis 2001. Voici donc Wesley Clark expliquant essentiellement le même concept dont je viens de parler ici.
the exact same concept I just was here. Environ 10 jours après le 11 septembre, je suis passé par le Pentagone et j'ai vu le secrétaire Rumsfeld et le secrétaire adjoint Wolfowitz. Je suis descendu simplement pour saluer quelques-uns des... Il a dit, je suppose que c'est comme si nous ne savions pas quoi faire contre les terroristes, mais nous avons une bonne armée et nous pouvons renverser des gouvernements. Et il a ajouté, je suppose que si le seul outil que vous avez est un marteau, chaque problème doit ressembler à un clou. Je suis donc revenu le voir quelques semaines plus tard, et à ce moment-là, nous étions en train de bombarder l'Afghanistan. Je lui ai demandé, allons-nous toujours faire la guerre à l'Irak? Et il a répondu, oh, c'est pire que ça. Il a tendu la main vers son bureau, a pris une feuille de papier et a dit, je viens juste de recevoir ça d'en haut, c'est-à-dire du bureau du secrétaire à la Défense aujourd'hui. C'est une note qui décrit comment nous allons éliminer 7 pays en 5 ans, en commençant par l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan, et en terminant par l'Iran. J'ai demandé, c'est classifié? Il a répondu, oui, monsieur. J'ai dit, eh bien, ne me le montrez pas. Et voilà, 7 pays en 5 ans. Et tous ces pays ont été déstabilisés, à l'exception de l'Iran, chacun d'entre eux. Et chacun d'entre eux comportait cet élément où l'on faisait appel à des intermédiaires, des groupes armés, des djihadistes, peu importe comment on les appelle. Ils ont été utilisés. Et maintenant, comme nous l'avons vu encore et encore, ce contre-coup est devenu un élément clé et déterminant. Qu'il s'agisse d'un contre-coup, ou peut-être d'une opération du type d'opération Northwoods en préparation, servant de justification à la guerre. Nous savons que les États-Unis réfléchissent actuellement au Venezuela. Ils se demandent quand l'Iran reviendra sur le devant de la scène. Les États-Unis ont de nombreux, très nombreux plans de guerre. Ils sont même allés au-delà de ce que Wesley Clark évoquait à l'époque. À présent, l'establishment politique des États-Unis. Bien sûr, il ne s'agit pas du peuple américain. La population américaine n'a aucun mot à dire sur ce qui s'est passé ici. Mais l'establishment politique américain, l'État profond, les élites, ils ont beaucoup à expliquer. Vous vous souvenez peut-être de David Petraeus, le directeur de la CIA sous George W. Bush, qui a joué un rôle clé dans les guerres en Afghanistan et en Irak. Le voici à la dernière Assemblée générale de l'ONU, approuvant littéralement et donnant son aval au chef d'Al-Qaïda en Syrie, Al-Jolani, sur la tête duquel pesait une prime jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir en Syrie en 2024. Voici donc David Petraeus, en train, pour ainsi dire, de le couvrir d'éloges à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est tellement révélateur que les mêmes forces soutenues par la CIA, des gens comme Petraeus, les encensent désormais publiquement. Et regardez les résultats, regardez les conséquences, comme ce qui s'est passé à Washington. And look at the results, look at the consequences, like what happened in D.C. Mais franchement, nous sommes des nationalistes. Certes, oui, avec une certaine dimension d'islam politique. Mais franchement, ce que vous avez fait depuis la chute du régime de Bachar al-Assad a confirmé ce que j'avais évalué. Et j'ai été critiqué d'ailleurs assez sévèrement. Je veux simplement vous dire, au nom de toutes les personnes présentes ici, que cette conversation m'a véritablement rempli d'un immense espoir. Elle a été très très réconfortante et éclairante. Votre vision est puissante et claire. Votre attitude elle-même est également très impressionnante. Ainsi, encore une fois, au nom de tous ceux qui sont ici et de tous ceux qui nous regardent virtuellement, nous vous remercions d'avoir partagé votre vision aujourd'hui. Nous vous souhaitons force et sagesse dans le travail difficile qui vous attend. Nous espérons évidemment votre réussite, Inch'Allah, car au bout du compte, votre succès est notre succès. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez,
Je veux dire, il a littéralement dit « Inch'Allah » à Jolani comme une sorte de signal de vertu envers quelqu'un qui décapitait des gens dans la région, y compris des musulmans, des chrétiens et divers groupes ethniques en Syrie et en Irak, et qui était littéralement dirigé par des forces que Petraeus a supervisées à un moment donné de sa carrière. Je veux dire, voilà l'état de la politique américaine, du côté de l'establishment politique. Et ce n'est même plus un secret. C'est quelque chose qui se répète encore et encore aux États-Unis. Même l'Australian Strategic Policy Institute, qui est une institution financée à la fois par le gouvernement américain et le ministère australien de la Défense, ainsi que par le département d'État américain, le département de la Défense et de nombreux sous-traitants militaires américains, comme Raytheon. En réalité, son objectif principal est de préparer un programme de guerre contre la Chine, en utilisant l'Australie comme l'un des instruments. Il a même reconnu que nous vivons à l'ère du terrorisme de représailles, remontant au premier mandat de l'administration Trump, vers 2017. Il évoque l'incident survenu au Royaume-Uni, impliquant M. Abedi, un Britannique de 22 ans, fils d'immigrés libyens, qui a perpétré un attentat suicide lors d'un concert d'Ariana Grande aux États-Unis. Ce fut l'attentat terroriste le plus meurtrier au Royaume-Uni depuis plus d'une décennie, et il ne peut être décrit que comme une conséquence directe des activités du Royaume-Uni et de ses alliés, notamment les États-Unis, en Libye, où l'intervention extérieure a engendré le pire sanctuaire terroriste ravagé par la guerre. Non seulement le Royaume-Uni a activement aidé les djihadistes en Libye, mais il a également encouragé les combattants étrangers, y compris les Britanniques d'origine libyenne, à participer à l'opération dirigée par l'OTAN pour renverser Muammar Kadhafi. Même cette institution en parlait. Oui, même cette institution. Et elle souligne que ce n'était pas la première fois qu'un guerrier saint islamique transmettait le djihadisme à un fils né en Occident. Elle évoque directement l'Afghanistan et la manière dont les activités des États-Unis là-bas pourraient être la principale source actuelle du terrorisme de retour de flamme. Avec l'aide de l'agence pakistanaise Inter-Service Intelligence et l'argent de l'Arabie saoudite, la CIA a mené ce qui reste la plus grande opération secrète de l'histoire, dépensant 50 millions de dollars dans un projet de littératie du djihad, destiné à inciter les Afghans à combattre les infidèles soviétiques. C'est exactement ce qui se passe ici. Au minimum, nous devons réfléchir de manière critique à cette question, comme à une raison possible pour laquelle quelque chose d'aussi tragique se produit. Pourquoi il y a une attaque? Et ce n'est pas seulement contre des membres de la garde nationale américaine. Cela, bien sûr, va provoquer une agitation politique encore plus intense, et les gens vont ressentir beaucoup d'émotions différentes à ce sujet, de tous les côtés du spectre politique. Mais en réalité, ces attaques, à travers l'Europe et les États-Unis, dans les régions où ces forces étaient soutenues, où ces armes ont été envoyées, sont revenues frapper chez elles et ont causé de nombreux problèmes. Comme nous l'avons vu dans de multiples opérations, elles ont été utilisées encore et encore, jusqu'à aujourd'hui, en Syrie, comme des forces cherchant à prendre le pouvoir, puis à être de nouveau soutenues lorsqu'elles perdent, comme en Afghanistan. Et puis, ils commencent à mener des opérations intérieures, que ce soit de leur propre initiative ou avec une véritable implication des États-Unis, en particulier des agences de renseignement. Nous ne pouvons pas oublier le Mossad. Nous ne pouvons pas oublier toutes les forces qui cherchent à tirer profit de l'instabilité, de la terreur, de la peur, pour obtenir ce qu'elles veulent. C'est la voie des va-t-en-guerre. C'est ce que l'Empire américain et tous ses satellites, tous ceux qui lui sont alliés, poursuivent. Et pour couronner le tout, quand on voit à quel point cette situation est effroyablement éhontée, si le suspect de la fusillade à Washington est bien celui qui l'a commise, c'est en grande partie parce qu'il a été enfant soldat en Afghanistan.
in large part because he was a child soldier in Afghanistan. 29 years old now, 2020, he was 20, Il a 29 ans maintenant. Il avait 25 ans en 2021, lorsque les États-Unis ont été expulsés. Il a servi plus de 10 ans aux côtés des troupes américaines sous le contrôle de la CIA, ce qui signifie qu'il a commencé à 14 ou 15 ans. Les États-Unis sont responsables de ce qu'il est devenu. Ils l'ont façonné. Et voici les preuves que j'ai examinées. Voilà encore son badge. Donc voilà, mes amis. C'est une véritable, je veux dire, c'est une véritable tragédie. Et cela va être exploité. La politique va jouer un grand rôle dans cette affaire. Nous n'aurons pas la vérité en ce qui concerne ceux qui mènent l'enquête, l'establishment américain. Ils ne vont pas nous dire exactement ce qui se passe. Mais c'est une véritable parodie de justice. C'est quelque chose qui se produit constamment aux États-Unis. En Occident, il y a ces attaques, et elles sont utilisées à des fins politiques, pour susciter la peur, détourner notre attention, et bien sûr, causer de réels dommages à de vraies personnes. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Nous devons donc nous interroger. Qui est vraiment derrière tout cela? Qui est réellement responsable? Ce ne peut pas être aussi simple que « Oh, Biden », comme c'est pratique. La guerre de Biden, la façon dont il a géré la fin de l'Afghanistan, c'est la raison. Ce n'est pas suffisant. C'est une réponse partisane très simpliste, qui ne nous mènera nulle part. Nous devons donc vraiment réfléchir sérieusement à cela, poursuivre nos recherches et poser les bonnes questions, car il s'agit de quelque chose qui établit véritablement les fondements, les obstacles et les éléments constitutifs d'une répression massive des populations, pour justifier exactement ce que l'administration Trump a laissé entendre, à savoir l'utilisation ouverte de l'armée contre sa propre population civile. Et bien sûr, et peut-être de manière encore plus destructrice, pour justifier des guerres sans fin à l'étranger, que ce soit en Amérique latine, comme au Venezuela contre l'Iran, ou contre une autre cible qui apparaîtra à un moment donné. Car il y a toujours une cible.